Entre sciences naturelles, médecine et occultisme, les poisons font depuis l'Antiquité l'objet d'un attrait particulier allant de la curiosité au fantasme. À partir du Moyen-Âge, une littérature médicale et vénéneuse d'un genre nouveau s'est développée avec la parution de traités des poisons. Parmi ces traités, celui d'un médecin philosophe italien nommé Pietro d'Abano a connu un succès notable au tournant du XIVe siècle. Science Chrono se demande aujourd'hui comment la médecine vénénologique s'est développée pour répondre à certaines angoisses d'empoisonnement. Bonjour Franck Collard. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université Paris-Nanterre et vous êtes l'auteur du livre Les écrits sur les poisons paru aux éditions Breupol en 2016. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter cette histoire vénéneuse des poisons au Moyen-Âge et du lien entre ces poisons et la médecine. Alors avant de nous y plonger, je vous donne le programme de la deuxième partie de l'émission où là aussi il sera question d'une plongée mais d'un autre genre dans l'entretien archéologique. On embarquera à bord d'un bateau d'archéologie sous-marine où j'ai eu la chance d'accompagner une équipe d'archéologues qui plonge sur les épaves de l'opération Dynamo qui a permis, au début de la Seconde Guerre mondiale, de sauver plusieurs centaines de milliers de soldats alliés par voie de mer. Restez donc à l'écoute pour cette sortie en pleine mer du Nord, ce sera dans la deuxième partie. Mais avant cela, on revient à notre histoire médiévale des poisons. Franck Collard, on va retourner ensemble au Moyen-Âge et j'aimerais comprendre la place qu'occupaient les poisons dans la littérature médicale avant cette période médiévale. Mais déjà, on parle de quoi quand on parle de poison, quand on est médecin antique ? Alors quand on parle de poison, quand on est médecin dans l'Antiquité, on parle d'une substance qui est contraire au corps humain, qui agit sur le corps humain, qui le transforme jusqu'à le transformer en lui-même, c'est-à-dire en une substance mortelle. Les Grecs appellent ça des pharmacas, les Latins appellent ça des vénéna. C'est une substance de la même nature qu'un médicament. Simplement, le médicament transforme le corps jusqu'à un certain point en apportant un remède à un mal, alors que le poison, lui, submerge le corps et finit par le faire disparaître. On a déjà ce terme de pharmaca, pharmacone, qui est un terme assez ambigu finalement, qui est entre le remède et le poison. Oui, absolument. C'est un terme ambigu. Et ce qui fait le remède ou le poison, c'est la célèbre formule de Paracelse au XVIe siècle, mais qui est valable dès avant, c'est la dose, comme on dit. L'important, c'est la dose. Alors, quelle place occupent ces poisons dans les écrits médicaux antiques ? On pense bien sûr à Galien, à Hippocrate. Est-ce que c'est une place centrale ou bien est-ce que c'est une place plutôt parallèle, marginale ? Alors, il a été démontré notamment par notre collègue belge Alain Touved, qui a eu un corpus, donc un ensemble de textes toxicologique ou vénénologique, on pourra peut-être revenir sur la différence entre les deux termes, à l'époque de la Grèce antique, à travers Nicandre, à travers effectivement Dioscoride ou à travers Galien, et une étude qui était menée pour comprendre comment agissaient ces substances et comment leur apporter des remèdes, à travers notamment des médicaments, des antidotaires qu'on appelait des thériaques, pas la thériaque avec un grand T, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais des thériaques et des moyens pour s'immuniser contre le poison. Notamment, il y a le cas célèbre du Mithridate, qui est une thériaque, qui porte le nom de ce roi du Pont qui craignait qu'on l'empoisonnât et donc qui s'est immunisé en prenant des petites doses de poison. Donc, mitridatisation. La mitridatisation, et donc c'est un sujet qui effectivement, intéresse beaucoup les Grecs. Alors, à cette époque-là, on parle bien sûr de la théorie des humeurs. Comment se conjugue poison, théorie des humeurs ? Quelles questions soulève en tout cas cette présence des poisons dans cette médecine antique ? Alors, dans la médecine antique, on parle effectivement de théorie des humeurs, et en amont, si je puis dire, de la théorie des humeurs, il y a la théorie des qualités premières, des 4 qualités qui provoquent ensuite des humeurs, qui sont la sécheresse, l'humidité, le froid, oui, et la chaleur. Et donc, on essaye de quantifier, finalement, ces qualités premières, et c'est lorsqu'elles sont en excès, qu'une substance devient une substance nuisible, voire une substance létale, et tout ça, donc, entre dans une vision de la nature extrêmement cohérente, avec quand même cette difficulté qui restera assez obscure jusqu'à l'époque du Moyen-Âge, de la capacité de quantifier les qualités premières. Une qualité première au 4e degré, par exemple une chaleur au 4e degré, comment savoir qu'elle est au 4e degré et pas au 3e degré ? Mais donc il y a une approche parfaitement rationnelle, à défaut d'être scientifique au sens actuel, mais une approche parfaitement rationnelle qui va parcourir
les siècles qui séparent l'Antiquité du Moyen-Âge, qui va passer aussi dans la science arabo-musulmane, qui a aussi des influences du côté de l'Inde, mais qui va récupérer toute une série d'idées de la science grecque, et puis qui ensuite, par le jeu des traductions, par le jeu des mobilités savantes aussi, va venir dans l'Occident médiéval. Alors, si on parle de ces grandes figures, finalement, de l'histoire médicale, on pense à Galien. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de la présence de ces poisons dans les écrits de Galien Dans l'œuvre galénique, là où il est question de poison, c'est surtout dans les traités sur les thériaques. La thériaque à Pison, par exemple. Alors, il a été prêté à Galien, parce qu'on ne prête qu'aux riches, la rédaction d'un traité des poisons. On trouve ça en particulier dans les sources musulmanes, sous la plume des médecins arabo-musulmans, mais on n'a jamais retrouvé en tant que tel un traité des poisons écrit par Galien. Mais d'une autre façon, le poison est très présent dans son œuvre, parce que finalement tout médecin peut être amené à soigner, à porter remède à un empoisonnement. Donc Franck Collard, on peut le dire, le poison n'a pas une place particulière en tant qu'objet d'une œuvre complète de Galien. C'est une présence diffuse dans ses œuvres, et il faut attendre finalement le canon d'Avicenne, ce médecin persan du Xe siècle, pour avoir une partie entière d'une théorie médicale consacrée au poison. Que dit Avicenne de ces poisons ? Alors, il faut attendre Avicenne dans la rédaction de son canon, parce qu'on a prêté aussi à Avicenne un traité à part, mais en réalité, c'est plusieurs parties d'ailleurs du canon qui traitent des poisons, et Avicenne, à partir de la science grecque et aussi de la science indienne, essaye d'approfondir cette définition des poisons et essaye de comprendre comment les poisons agissent, et c'est lui l'introducteur alors d'un concept qui va être beaucoup utilisé parce qu'il est bien pratique, et parce qu'à mon avis, il est un peu tautologique, mais qui consiste à dire qu'un poison agit parce que c'est un poison, par sa toute substance, par sa forme spécifique, par ses qualités occultes, c'est-à-dire des vertus qui sont au-delà des qualités premières en excès dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui sont, c'est ce que la médecine notamment occidentale va de plus en plus vouloir prouver, qui sont dus aux astres, qui sont dus à l'influx céleste, comme l'on dit. Et donc cette notion de toute substance ou de forme spécifique va devenir un outil d'explication des poisons et également de soins des poisons tout à fait essentiel. Qu'est-ce que ça change par rapport à la conception galénique du poison, cette forme spécifique, ce concept qui est bien pratique, comme vous le dites ? Ça change que, comment dire, c'est au-delà d'un pharmacone. Le poison est au-delà d'un pharmacone, puisqu'il n'est plus réductible à la théorie des qualités premières. Donc il y a autre chose, caché peut-être derrière les choses, et ça regarde aussi, la science des poisons regarde aussi vers le secret, vers l'occulte, vers peut-être la magie naturelle, vers ces secrets de la nature, donc que les médiévaux, les scolastiques notamment, essayent de dévoiler. Cette association poison-occultisme, elle est constante dans l'histoire de l'humanité, on pourrait dire, ou bien est-ce qu'elle s'intensifie à ce moment-là ? Elle est constante, elle est déjà présente à l'époque grecque ou à l'époque romaine, pas seulement dans les écrits scientifiques, mais lorsqu'on parle de crime de poison, c'est un crime caché, avec une arme cachée qu'on administre de manière dissimulée. Donc l'occulte a une très grande part dans la réflexion sur les usages criminels, mais aussi sur la nature du poison lui-même. Quand on parle de poison, on pense bien sûr à son corollaire, l'antidote. Là aussi, comment ce rapport à l'antidote évolue-t-il entre Galien et Avicenne ? Est-ce que la forme spécifique permet de mieux trouver, de mieux déterminer, définir des antidotes au poison ? Alors, l'antidote au poison, compris comme pharmacone avec un excès de qualité première, est assez simple à mettre en place. Doit avoir des qualités premières opposées. Par exemple, pour un poison chaud au 4e degré, on va prendre un remède, une substance qui sera froide. Alors, un degré pas trop élevé non plus, parce que 4e degré de froid, ça peut précipiter aussi dans la mort. Avec la forme spécifique, donc, qui est une sorte d'approche globale, l'idée, c'est que face à des poisons qui agissent de toute substance, il va falloir réagir avec un composé qu'on appelle la thériaque, la grande thériaque, dont les modalités d'action sont liées
à la fois à ses ingrédients, plus d'une soixantaine, dont de la chair de vipère à laquelle on a au préalablement coupé la tête, mais aussi des vertus qui viennent de l'influence céleste. Donc, en gros, à la forme spécifique du poison répond un remède, la thériaque, dans lequel joue aussi cette idée de forme spécifique. Et cette thériaque, on va la retrouver bien sûr dans ce traité des venins. On en arrive à présent au Moyen-Âge et à ce traité écrit entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle par un médecin, astrologue, philosophe italien, Pietro d'Abano. Pour plonger dans le cœur de cette fascination, répulsion médiévale pour les poisons, je vous propose d'écouter un extrait du chapitre 2 du traité des venins. La lecture vous est faite par Laurent Blancpain, c'est l'archive de Sciences Chrono. Les venins se divisent en 3 manières, comme le genre se divise en espèces. Avicenne et Averroès en font de 3 sortes. L'une minérale, l'autre végétale et la dernière animale. Sous la minérale sont comprises toutes choses engendrées sous terre, contraires et pernicieuses à la nature humaine, comme le mercure, le plâtre, le cuivre, et quelques pierres comme l'aimant, la pierre arménique non lavée, le plomb brûlé, l'arsenic réalgare et plusieurs autres choses. Sous l'espèce végétale sont comprises toutes sortes de plantes, de contraire nature à notre alimentation, lesquelles changent notre nature et ne peuvent être changées, comme sont l'hellébore, le turbite noir, le napel et la gomme, ainsi que quelques champignons ou potirons. Mais des animaux, tous ceux sont vénéneux, dont la nature est contraire à la complexion humaine et ennemie de son espèce, tels que sont les serpents, dragons, tigres ou vipères, lièvres de mer, poissons froids, chairs pourries et animaux tués par la foudre ou morts d'eux-mêmes, enragés et plusieurs autres que nous citerons plus tard. Voilà, Franck Collard, un aperçu de ce mode d'emploi des venins par Pietro d'Abano. Avant qu'on fasse une petite explication de texte, j'aimerais que vous nous présentiez ce personnage. Que peut-on en dire ? Alors Pietro d'Abano, c'est un personnage majeur de l'histoire des sciences, de l'histoire de la pensée, de la philosophie de la médecine. Il a une existence tout à fait fascinante puisque, italien d'origine, il a voyagé beaucoup. Il est allé à Constantinople, il connaissait le grec, il avait des contacts directs avec les manuscrits grecs. Il est venu à Paris aussi, où il a eu quelques mailles à partir avec l'Inquisition, parce que c'est un esprit fort. Il est ensuite revenu en Italie, notamment à Padoue, où il a enseigné. C'était une grande université pour des études médicales. Il a écrit toute une série d'ouvrages. Le plus célèbre, qui d'ailleurs lui a donné parfois son surnom, c'est celui qu'on appelle le conciliator ou le conciliateur, où il essaye de concilier les connaissances en philosophie naturelle et en médecine. Et puis, il y a ce traité des poisons qui semble avoir été écrit vraiment au crépuscule de sa vie, puisque dans la dédicace, il est question d'un pape qui est sans doute le pape Jean XXII, qui a été élu un pape d'Avignon en 1316, alors que Pietro d'Abano est mort en 1316. Alors il a aussi une existence posthume un peu agitée, puisqu'il a été accusé post-mortem par l'Inquisition, qui aurait voulu déterrer son corps et lui infliger le supplice finalement des hérétiques ou des sacrilèges. Il avait une manière rationaliste ou plutôt naturaliste d'expliquer un certain nombre de miracles de la Bible, par exemple la résurrection de Lazare. Alors là, vous plantez un décor, un cadre historique, sociologique, social, comme souvent, voire toujours dans l'histoire des sciences, on ne peut pas se départir de ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qui fait qu'au Moyen-Âge, tout d'un coup, il y ait une espèce de, comme je le disais, de fascination-répulsion pour les poisons ? Alors effectivement, le travail de Pietro d'Abano, il part d'un contexte qui est un contexte, on va dire, socio-politique, avec des États qui s'affirment, des cours qui se développent, des princes dont le pouvoir est d'autant plus puissant qu'il est aussi considéré comme précaire. Et donc, au cours du XIIIe siècle, à l'époque de Frédéric II, déjà l'empereur germanique, et puis ensuite, se développe une sorte de hantise du poison qui risquerait de mettre fin à un règne de roi, par exemple, ou de pape, et qui plongerait donc la société dans un chaos indescriptible. Et donc, il y a ce premier aspect d'une demande,
demande sociale, c'est un peu exagéré, parce que c'est une demande élitaire, hein, mais c'est une demande. C'est le cas d'ailleurs de ce traité qui répond à une commande. Qui répond à une commande. Pietro d'Abano explique effectivement qu'il a répondu à une commande qui est la commande sans doute d'un pape Jean XXIII, qui par ailleurs, on le sait, durant son règne a eu affaire à des empoisonneurs. Donc ça tombait bien. Hein. Il est mort très vieux d'ailleurs, 18 ans après son élection. Donc il y a une demande sociale, une peur, on va dire, obsidionale du poison, non seulement dans les cours, mais également d'une peur collective, avec des affaires célèbres, notamment l'histoire des empoisonneurs de puits, hein, des lépreux empoisonneurs de puits, liés aux juifs et aux musulmans, excusez du peu, qui en 1321 sont censés mettre des poisons dans les rivières, dans les puits, dans les cours d'eau, pour finalement que l'islam puisse s'emparer de la chrétienté. Donc il y a ce contexte de vive inquiétude, ce contexte qui croit qu'il y a des forces souterraines, hein, qui menacent véritablement les pouvoirs établis. Et il y a également, dans une logique qu'on peut assez comprendre, qui est celle de la scolastique, qui est celle de Thomas d'Aquin, une sorte de prétention de l'esprit humain à tout comprendre de la nature. Alors là, c'est plutôt une raison, on va dire, intellectuelle, mais aussi socio-culturelle, de même que Thomas d'Aquin pensait qu'avec la raison, la foi pourrait être comprise. De la même manière, on pense qu'on peut dévoiler les secrets de la nature, comprendre la nature. Et donc, il y a également, dans ces commandes de traiter des poisons, par des papes, des cardinaux ou des princes, une curiosité intellectuelle qu'il ne faut pas mettre de côté, et peut-être aussi une envie de se distraire, parce que quand vous avez la description, je sais pas, d'un dragon terrible qui crache du venin, eh bien, la lecture peut en être agréable à l'écoute, hein, à cette époque-là, pour les princes du monde. Alors, donc, il y a plusieurs dimensions dans cet empoisonnement, comme on vient de le comprendre avec vous, Franck Collard. Vous avez d'ailleurs écrit un livre en 2003 qui s'appelait « Le crime de poison au Moyen-Âge ». Alors, je suis curieux, comment et pourquoi on s'empoisonnait au Moyen-Âge, au-delà justement de ces fantasmes que vous décriviez à l'instant? Alors le crime de poison, bon, c'est un crime que j'ai essayé de quantifier, c'est très difficile, parce que comme c'est un crime qui ne se remarque pas forcément, il y a un chiffre noir, hein, du crime de poison, c'est un crime qu'on rencontre évidemment déjà dans l'Antiquité grecque et l'Antiquité romaine, qu'on rencontre aussi au Moyen-Âge, chez Grégoire de Tours, il y a des affaires d'empoisonnement, qui a une coloration élitaire quand on ne dispose pas de sources documentaires riches comme à la fin du Moyen-Âge, et quand on en dispose, je veux dire des archives judiciaires par exemple, on s'aperçoit que c'est un crime assez commun, qui n'est pas forcément féminin, même si les femmes sont réputées plus empoisonneuses que les hommes, qui n'est pas forcément réservé aux cours, mais que l'on peut trouver chez des artisans, chez des bons bourgeois, avec des enjeux qui sont extrêmement triviaux et qu'on rencontre à toutes les périodes, des héritages à anticiper par exemple, des jalousies, des haines. Donc c'est un crime non pas ordinaire, parce que statistiquement, si on peut parler ainsi, de manière un peu abusive, il ne représente pas une grande part de la criminalité, mais c'est un crime que l'on rencontre, et surtout, c'est ça l'important, à la fin du Moyen-Âge, que l'on croit voir de plus en plus, hein, parce qu'il y a une perception de la menace vénéneuse qui hypertrophie une espèce de biais statistique. Voilà, un biais statistique, un ressenti, comme on dirait aujourd'hui. Oui. Alors, il y a aussi cette dimension religieuse, on en parlait, on l'évoquait, on l'a suggéré tout à l'heure, Franck Collard, mais c'est une anomalie finalement dans cette pensée médiévale qui est très ancrée dans une occidentale, du moins très ancrée dans un écrit biblique avec une Genèse. Comment est-ce que cette présence dans la nature de poison crée un problème d'une certaine façon métaphysique? Alors le problème métaphysique, c'est de comprendre comment Dieu, qui est le créateur de toutes choses et qui est un Dieu de bonté, a pu laisser la nature être emplie de bêtes venimeuses ou de plantes vénéneuses. La réponse est donnée alors assez tôt, par exemple par Hildegard de Bingen, hein, qui n'a pas écrit de traité des poisons, mais qui a réfléchi sur la question. C'est la conséquence du péché originel, c'est la conséquence de la chute. Hein, au paradis terrestre, avant que Adam et Ève ne commettent la faute que l'on connaît, eh bien, le serpent n'était pas dangereux, le loup non plus, le champignon vénéneux n'existait pas. Et donc, c'est pour punir les hommes que Dieu a semé dans la nature des substances qui lui sont hostiles, mais c'est aussi pour montrer sa miséricorde qu'il a mis des substances qui peuvent servir de remède au poison, donc des antidotes. Et ça, c'est une vision extrêmement intéressante, parce qu'elle s'articule aussi
avec, au XIIe et surtout au XIIIe siècle, l'idée que la création, la nature, la matière est bonne, hein, ce qui n'est pas accepté par tout le monde, notamment les hérésies cathares, hein, les hérésies anti-matérialistes. Et donc, il n'est pas fortuit que le premier auteur, avant Pietro d'Abano, d'un traité des poisons en latin, ce soit un frère franciscain. Oui. Juan Gil de Zamora. Juan Gil de Zamora, qui écrit un traité pour le ministre général de son ordre, hein, ministre d'ailleurs qui serait mort empoisonné, paraît-il, donc c'est pas sûr qu'il ait lu le traité qui lui avait été dédié, et dont le cœur de la réflexion, c'est de montrer que Dieu, dans sa bonté, offrira toujours à l'homme empoisonné ou au médecin de quoi remédier au mal dont il souffre. Alors Franck Collard, c'est important que vous mentionniez Juan Gil de Zamora. On peut parler aussi du médecin juif du Caire Maïmonide, qui au XIIe siècle avait écrit le tout premier traité d'hygiène populaire, qui lui aussi parlait des poisons. On est donc dans un environnement global où émerge ce forme de traité des poisons. Quels sont les points communs à ces textes-là et pourquoi ils se démarquent finalement des autres traités médicaux plus généraux ? Ils se démarquent des autres traités parce qu'ils deviennent un genre en eux-mêmes. Hein. Avant Pietro d'Abano, avant Juan Gil de Zamora, les poisons sont abordés dans des sommes de médecine. Le canon d'Avicenne, ou parfois en Occident, dans des sommes de médecine le long de chapitres qui sont assez importants. Mais le besoin d'avoir le développement d'un genre particulier répond donc à cette curiosité, à cette demande, et produit des œuvres, alors non pas standardisées, parce qu'il y a malgré tout des variantes, hein, mais qui sont inspirées par la bonne cause, c'est-à-dire comment permettre aux chrétiens soit d'éviter le poison par une sorte de régime préservatif, soit de soigner le poison par une sorte de régime curatif, et donc en organisant ces textes de sorte qu'ils ne passent surtout pas comme une sorte de réservoir de recettes d'empoisonnement. C'est ça l'ambiguïté de ces traités des poisons, c'est que ça peut être aussi un mode d'emploi parfait pour l'empoisonneur en germe. Alors pour autant que des recettes soient données, je reprenais l'article Realgar, qui est un poison minéral qui était dans l'archive, me semble-t-il, tout à l'heure. Pietro d'Abano ne dit pas où on trouve du Realgar et comment on fait pour l'utiliser. Mais dans d'autres traités, on peut avoir quelques détails sur la manière d'obtenir de l'arsenic sublimé, par exemple. Les auteurs qui dotent assez souvent, pas toujours, mais assez souvent leur traité de prologue, s'expliquent justement pour qu'il n'y ait pas de malentendus. C'est pour le bien de l'humanité, le bien de la chrétienté, qu'ils décrivent les poisons pour mieux en déterminer les remèdes. Si on se plonge, Franck Collard, dans les pages de ce traité des venins de Pietro d'Abano, il s'organise comment ? Quel est justement le déroulé de ce texte à valeur informative, scientifique, on va le dire, avec un terme un peu anachronique pour le coup ? Alors, il se déroule d'une manière différente de celui de Juan Gil de Zamora. C'est assez intéressant. En revanche, c'est le traité de Pietro d'Abano qui va donner en quelque sorte un modèle d'écriture, même si, bon, encore une fois, il y a des variantes. Pietro d'Abano commence donc par ce prologue où il justifie sa démarche, et puis ensuite, il se lance dans des considérations d'abord sur le poison en général. Hein. Qu'est-ce que c'est que le poison ? Quels sont ses modes d'action ? Comment peut-on diviser les poisons de la création ? Et dans le chapitre dont on a entendu la lecture, il y a un premier mode de division, c'est la division par règne, comme on dirait aujourd'hui, règne animal, végétal et minéral. Voilà. Et puis après, il essaye de les classifier selon les modes de contact avec le corps. Il y a des poisons qu'on ingère, il y a des poisons que l'on touche, il y a des poisons qui sont inoculés par une piqûre. Et puis, dans un dernier temps, eh bien, il s'interroge sur ce qu'il appelle la force du poison, comment elle agit, c'est-à-dire soit par qualité première. À son époque, on pense qu'il y a des poisons qui agissent par qualité première, ou soit par la forme spécifique qui l'intéresse beaucoup. Et puis ensuite, eh bien, il passe à une description d'à peu près 70 poisons, en suivant l'ordre des règnes, et il achève son œuvre par des considérations sur la thériaque. Comment est-ce que la thériaque agit ? À une époque où c'est une grande question scolastique, notamment à l'université de Montpellier. Il y a des questionnesses de thériaca. Et il annonce, ça c'est très intéressant, un dernier chapitre qu'il n'a pas écrit, mais qui a été écrit par quelqu'un qui a publié l'œuvre, qu'il a fait imprimer à la fin du
du XVe siècle, qui est-il possible que des poisons puissent agir à terme, c'est-à-dire à retardement? Et si ce chapitre n'a pas été écrit, il m'a toujours semblé que c'était parce que précisément, il avait un côté un peu sulfureux, parce que d'écrire des poisons à terme, ça peut être quand même donner à des criminels moyen d'empoisonner un prince ou un pape sans se faire remarquer. Voilà, le crime parfait. On est en plein dans Le Nom de la Rose, ça nous fait penser à ce livre d'Umberto Eco. Absolument. Alors on parlait aussi tout à l'heure, quand j'évoquais la figure de Pietro d'Abano, je le présentais comme un philosophe, médecin, astrologue. On a fait une émission entière sur l'astrologie médicale au Moyen-Âge, et je vous renvoie à son écoute, mais quelle place occupe dans ce traité des venins l'astrologie dans ce texte de Pietro d'Abano? L'astrologie occupe la place qui est celle de la forme spécifique et de la toute substance, c'est-à-dire la croyance, selon laquelle les astres du ciel peuvent transmettre des vertus occultes, des vertus irréductibles aux qualités premières, aux substances. Et on peut trouver aussi une réflexion astrale ou astrologique à propos de la thériaque, dont, l'effet cocktail, si on veut parler comme aujourd'hui, serait dû non pas seulement à l'addition des vertus de ces différentes composantes, mais aussi à l'action des astres. Et par ailleurs, on peut assez facilement trouver, au XVIe siècle, ça sera encore le cas, des correspondances entre des poisons particuliers et des planètes. Je pense au Mercure, ça c'est le meilleur exemple. On n'a pas encore l'imprimerie à l'époque de Pietro d'Abano, mais on a des copies. Alors et c'est comme ça qu'on mesure le succès d'un ouvrage, est-ce que ce livre de Pietro d'Abano a connu un grand nombre de copies et a connu un succès, on va dire pas populaire, mais parmi les gens qui savaient lire, un grand succès? Le De Venenis, donc en latin de Pietro d'Abano, c'est le best-seller de la fin du Moyen-Âge. J'ai essayé de répertorier 80 à 100 manuscrits. On en retrouve tous les jours, à chaque fois qu'on cherche un petit peu. C'est un traité donc, qui a été beaucoup copié, qui a beaucoup circulé, qui a été aussi imprimé, à partir de 1470 à peu près, parfois avec le conciliator, parfois à part, parce que c'est une œuvre finalement assez brève, mais les imprimeurs l'ont beaucoup imprimé. C'est imprimé encore jusqu'à la fin du XVIe siècle, et c'est une œuvre qui a été traduite en italien, dans les langues italiennes. Il y a une recherche qui manque, qu'il faudrait faire sur la tradition italienne de Pietro d'Abano, et en français. J'avais travaillé en français sur une traduction qui date du début du XVe siècle, destinée à qui? Au maréchal de Boucicaut, qui va devenir gouverneur de Gênes, parce que les Italiens, comme vous savez, ont une réputation de maniement du poison facile. Et donc, il dit à Boucicaut, voilà, vous allez partir à Gênes, attention, voilà, le traité de Pietro d'Abano, qui n'est pas capable de lire en latin, le maréchal de Boucicaut, sans doute, je vais le traduire en français. En guise de conclusion, pour terminer cette première partie de Science Chrono, Franck Collard, que nous dit la multiplication de ce genre de traité des poisons sur l'évolution de l'histoire de la médecine au Moyen-Âge? Est-ce que c'est une anomalie dans cette histoire de la médecine? Comment ça s'intègre dans cette histoire de la médecine? Et voilà. Cette multiplication des traités des poisons illustre effectivement le développement de la pensée médicale, ses ramifications, parce qu'il y a d'autres traités thématiques qui sont écrits, les traités des urines, par exemple, dont ma collègue de Nanterre, Laurence Moulinier, est la grande spécialiste, qui est venue à ce micro. Il y a des traités sur la peste, une maladie particulière, en rapport d'ailleurs avec le poison. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est intéressant. Donc, c'est l'illustration d'une recherche par les esprits de comprendre la nature en allant de plus en plus sur des secteurs étroits pour les comprendre, et la multiplication des traités inspiré souvent par Pietro d'Abano, jusque, on va dire, à la fin du XVIe siècle, c'est le signe qu'à la fois c'est une matière qui fascine et qui hante les esprits, et qu'en même temps, c'est un domaine où les médecins peuvent déployer une réflexion extrêmement intéressante sur les substances, sur les pharmacas, avec donc toute cette culture gréco-arabo-médiévale qui cesse à peu près à la fin du XVIe siècle. Il y a un traité d'Antoine Boucard en 1592 qui ne fait plus du tout allusion aux écrits qui l'ont précédé. Merci beaucoup à vous, Franck Collard, en tout cas d'être venu nous raconter cette histoire vénéneuse des traités des poisons au Moyen-Âge. Je rappelle le titre de votre livre, Les écrits sur les poisons. C'est paru aux éditions Brepol. Merci encore.